vous remercie d'être là en tout cas. Le but là, c'est d'échanger 15-20 minutes sur notre solution de contrôle intelligent des centrales thermiques. Donc voilà, un rapide rappel de l'Eurowelots Technologies, qui on est, pourquoi on est là, pourquoi on propose ce genre de solution. Ensuite, on parlera des enjeux des centrales thermiques. Enfin voilà, quand nous on va chez des exploitants, qu'est-ce qui est important pour eux. Et puis on parlera rapidement du contrôle des installations, comment ça fonctionne de manière classique et pourquoi nous on est arrivé sur cette technologie qu'on appelle donc Meticia, et avec quelques retours d'expérience. Donc, l'Eurowelots Technologies, nous, notre cœur de métier, c'est vraiment la fourniture d'ensemble four-chaudière à partir de 10 MW thermiques jusqu'à 100-150 MW thermiques. On est vraiment constructeur focalisé donc sur la combustion, la chaudière, et on est capable aussi de fournir des ensembles avec le traitement de fumée, comme vous voyez sur les images ici. Moi, je suis responsable de la partie Smart Performance. Donc nous, on est un service où on vient sur des sites qui sont en exploitation déjà. On vient faire de l'amélioration de performance des sites qui sont en exploitation. Donc ça se fait par plusieurs manières. Le but, c'est vraiment de venir vous apporter notre expertise. Et donc ça peut se faire via des expertises techniques sur des enjeux particuliers avec des missions d'audit, d'études. On peut faire des petits travaux ou des réglages ou des petites modifs d'automatisation. Et puis, on a aussi des contrats d'amélioration de performance où on s'engage en fait sur des améliorations de KPI, de critères clés de performance. Et donc là, dans ces cas-là, on est mensuellement avec vous, on est voilà, disponible par téléphone sur l'ensemble des problématiques que vous pouvez rencontrer sur ces sujets-là. Et donc le dernier produit, Meticia, qui fait partie en fait qui est un outil d'amélioration de la performance parmi d'autres. On n'est pas nous fournisseurs de contrôle avancé, c'est pas ça notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est de faire améliorer la performance de l'usine, c'est d'avoir vraiment cette vision globale de l'amélioration. Donc pour en revenir aux enjeux des centrales thermiques, on a vraiment deux volets. On a produire mieux, c'est-à-dire le cadre, notamment le cadre réglementaire, c'est-à-dire tout ce qui va être polluant dans les fumées, tout ce qui va être rejet, taux de cendre taux de carbone pardon, dans les cendres. Et puis ça va être aussi produire au bon moment. Ça, c'est des enjeux qui n'ont pas forcément un retour économique, mais qui sont des conditions de la bonne utilisation de votre outil de production. Et puis, donc le deuxième volet, c'est bien sûr rentabiliser l'installation, c'est-à-dire avec les équipements qui sont en place sur votre site, sans investissement particulier, enfin sans investissement en tout cas, comment valoriser au mieux les équipements qui sont sur votre site. Et donc ça va être par exemple dans le milieu du déchet, de réussir à valoriser plus de déchets, ça peut être travailler sur le rendement, donc diminuer la consommation de combustible par rapport à l'énergie produite. Et puis, on va avoir beaucoup des demandes d'augmenter la production d'énergie thermique, c'est-à-dire avec les mêmes équipements toujours, comment produire plus d'énergie. Et enfin, des effets indirects, ça va être aussi de diminuer la consommation de réactifs. Tout ce qui est consommable sur votre site, c'est principalement la partie réactif aussi qui a un coût important. Et donc comment réduire cette consommation. Et on se rend compte, nous, au fur et à mesure des études qu'on fait, quand je vous dis ça, c'est que nous, on a travaillé sur une cinquantaine de sites ces 2 dernières années, que ce soit des designs propres à nous, l'Eurowelots Technologies ou de confrères. On se rend vraiment compte que l'amélioration du contrôle de la combustion est centrale dans le bon fonctionnement des centrales thermiques. Et que donc, au mieux, on va stabiliser cette combustion, meilleurs seront, au mieux on va pouvoir aller travailler sur les rendements, l'augmentation de charge, on va aller pouvoir chercher des points de fonctionnement plus élevés. Voilà, j'aime bien cette slide. Ça, c'est ce qu'on voit quand on va sur des sites et qu'on fait de l'expertise sur du contrôle de combustion. C'est ce type d'algorithme sur lequel il faut réussir à venir intervenir. Ces algorithmes-là, ils sont issus en fait aussi des limites technologiques liées à un automate programmable industriel. C'est que l'API, donc automate programmable industriel, il a été conçu
pour faire son calcul toutes les 10 millisecondes dans des milieux poussiéreux, etc. Donc on va rechercher de la fiabilité. Par contre, en termes de puissance de calcul, c'est pas là où on va avoir des choses exceptionnelles. Et donc on se retrouve sur empiler des blocs et avoir des schémas de plus en plus complexes. Et donc quand on arrive sur un site, c'est que la stabilité n'est pas bonne. Comment on réagit face à ça? Il y a plusieurs solutions, il y a 3 grandes solutions. On va dire la solution, la première solution, c'est vraiment d'aller point par point avec notre expertise et dire je vais modifier tel carré à tel endroit et je vais rajouter des interactions avec telle autre boucle de régulation. Ça demande vraiment une expertise fine et puis on ne va pas remodifier globalement le fonctionnement. Donc on est vraiment sur des gains assez limités, mais par contre très peu de modifications sur votre procédé. Une deuxième solution, c'est vraiment c'est la refonte globale on va dire, de l'algorithme de contrôle. Et là, pour le coup, c'est assez lourd, c'est une reprogrammation complète, une mise en service complète du nouvel algorithme de combustion. Et donc, ça a quand même des impacts importants. Par contre, on peut aller chercher plus de gains, forcément, mais on reste lié à la programmation sur automate. Et donc la troisième solution sur laquelle nous on avance, c'est donc une solution Métissia qui est intermédiaire, c'est-à-dire on ne touche pas à la programmation actuelle, mais on vient sur certains points les plus importants par rapport à votre site, spécifiques à votre site, et on a un moteur qui est extérieur à un automate qui vient préconiser des consignes de pilotage en fonction de simulation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, notre outil Métissia, qui est issu d'une collaboration entre la société Pure Control et la société Leroy Technologies. La société Pure Control qui est focalisée sur sa brique technologique. Et nous, donc LLT, qui apportons notre savoir-faire, notre expertise métier. C'est toujours pareil quand on entend parler de modélisation, d'intelligence artificielle, etc. L'intelligence artificielle, sans expertise métier, elle peut préconiser tout un tas de choses qui font pas de sens physique. Et donc sur votre combustion, l'IA ou le modèle peut dire je veux que mon air primaire passe de 5000 à 25 000 en une seconde. Ça fait pas de sens physique et c'est pas ça qui va donner un bon résultat. Donc c'est important de lui donner les bonnes contraintes, de lui donner les bons objectifs, de savoir où est-ce qu'on va intervenir sur l'algorithme. C'est vraiment ce binôme, ces deux entreprises-là, qui fait la force aussi du produit, avec chacun son cœur de métier et ses compétences fortes. Une fois qu'on a dit ça, comment on fonctionne? On fonctionne en 3 étapes. Alors, il y a donc un graphique ici avec la partie site, l'automate actuel. Et donc nous, on a une solution cloud. Et donc, on vient se mettre par-dessous. D'un point de vue mise en place sur site, c'est très simple parce que ça nécessite aucune modification sur votre automate, sur votre API. Par contre, nous, ça nous permet d'aller chercher les données de l'automate, éventuellement d'autres données sur d'autres automates de votre procédé, mais aussi des données externes, de la météo, etc., qui peut intervenir sur le fonctionnement de votre site. Donc ce qui est intéressant, c'est aussi, alors je vois qu'il y a un petit pointeur, mais la couche au-dessus. Donc les 3 étapes importantes, c'est modèle de simulation, moteur d'optimisation et régulation dynamique. Modélisation dynamique. Le terme à la mode, c'est jumeau numérique. Tout le monde l'entend à toutes les sauces depuis déjà plusieurs années maintenant. Mais voilà, on est vraiment sur modéliser, pas sur une modélisation statique, mais vraiment une modélisation dynamique, c'est-à-dire bien comprendre les variations des fonctionnements, et donc les variations des entrées, qu'est-ce que ça donne comme variation de sortie. Donc, et l'intérêt de ça, c'est vraiment d'aller prédire ce qui va se passer. À l'instant T, avec les mesures que je connais sur les 5-10 dernières minutes, comment sera mon débit vapeur dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 15 minutes, et comment je fais réagir mes consignes de pilotage pour m'adapter à ce que je prédis. Donc le modèle, c'est vraiment la première étape. Là, c'est 3 exemples de ce qu'on peut faire. Alors bon, vous êtes peut-être un peu loin, mais en fait, sur chaque courbe, on va avoir des couleurs différentes. Une, c'est les valeurs sites, et les deuxièmes couleurs, c'est les valeurs prédites.
Ce qu'on vient rechercher à ce moment-là, c'est vraiment bien capter les variations. Ça ne nous intéresse pas forcément d'être exact à la valeur absolue. Ce qu'on veut, c'est que si ma température fumée va évoluer dans une minute de plus 10 degrés, nous, on a besoin de capter cette variation-là, parce que c'est cette variation-là qui va nous faire modifier nos consignes de pilotage. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier enjeu. Ce qui peut être intéressant aussi de dire, c'est qu'on peut travailler, on travaille d'ailleurs sur plusieurs parties du procédé. Donc je fais un focus sur la partie combustion parce que c'est vraiment central hein, sur les centrales thermiques. Mais il y a aussi une notion, par exemple en haut à gauche, là, sur la gestion de la charge, la gestion de la puissance chaudière. Donc quelle va être la puissance demandée par mon réseau, etc. Et on peut aussi travailler sur l'aspect VLE, anticiper des pics de polluants pour mieux gérer justement l'injection de réactifs. Une première étape de modélisation. Une fois qu'on a notre modèle, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est ce qu'on appelle le moteur d'optimisation. C'est beau d'avoir un beau modèle qui colle très bien en termes de variation. C'est mieux de pouvoir en faire quelque chose et d'avoir une valeur ajoutée pour le site. De quelle manière sont utilisés ces modèles? On sait ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Et donc notre moteur d'optimisation, il réfléchit aux meilleures consignes de pilotage à donner à notre système sur les prochaines minutes. Donc j'ai une perturbation. Quelle va être ma consigne d'air primaire et d'air secondaire dans une minute, dans 2 minutes, dans 3 minutes? Et donc de calculer vraiment le meilleur scénario de pilotage face à la situation actuelle. Donc on est vraiment encore sur de la stabilisation de combustion. Ça peut être intéressant aussi sur cette stabilisation de combustion, de voir que on peut s'autoriser un dépassement, de ne pas être exactement à la consigne qu'on veut sur la première minute, parce qu'on anticipe que ça nous permet de mieux stabiliser à la minute 2 et 3. Alors que nous, face à nos écrans, on va avoir envie de tout de suite surréagir, ce qui peut sauver une minute, mais qui derrière va entraîner de l'instabilité. C'est vraiment cette intelligence-là d'aller recalculer à chaque pas de temps l'ensemble des scénarios possibles et quel est le meilleur scénario par rapport aux prédictions du site. Et encore une fois, c'est bien beau d'avoir des consignes de pilotage, mais l'objectif, ça reste quand même d'aller apporter la meilleure valeur ajoutée sur le site et donc d'aller contrôler, d'aller vous proposer ces consignes et qu'elles soient utilisées sur votre site. Et donc la dernière brique, on est vraiment sur de l'autopilotage en temps réel. Donc il faut s'imaginer que toutes les minutes, on vient calculer nos jumeaux numériques, c'est-à-dire prédire ce qui va se passer les prochaines minutes, calculer l'ensemble des scénarios possibles pour déterminer le meilleur scénario possible de pilotage, puis envoyer la consigne de pilotage, donc la meilleure à l'instant T, pour notre système. Ce qui est vraiment intéressant là-dessus, et c'est aussi la force de l'IA sur cette partie-là, c'est que à chaque fois qu'on va prendre une consigne, à chaque fois qu'on va prendre une décision de pilotage, et derrière, on va avoir les retours. Et donc, en fait, le modèle va se renforcer parce que sur des procédés dynamiques de ce type-là, on a vraiment, à chaque pas de temps, une action, puis une réaction qu'on analyse qui vient enrichir notre modèle. Donc ça, c'est c'est vraiment intéressant à voir. Donc voilà, actuellement, de toute façon, je vais bientôt terminer. Actuellement, on a 5 sites en cours sur lesquels on travaille. On a des sites donc sur de la biomasse, sur des technologies de grille. On a des sites sur du lit fluidisé, en biomasse aussi. Et puis on travaille bien sûr aussi sur les déchets. Quand on parle de variation de production thermique, les déchets sont un très bon exemple de cette partie-là, parce qu'on a des déchets entrants qui peuvent être très variables assez rapidement, avec des PCI très variables. Donc sur ces 5 sites-là, ça c'est une capture d'écran que j'ai fait ce matin, sur lesquels on voit un des outils qu'on met en œuvre et qu'on vous propose pour suivre la partie autopilotage. C'est-à-dire, vous pouvez vous connecter sur votre site, vous savez si l'autopilotage est actif ou pas, vous savez quelles ont été les prévisions par notre moteur sur ce qui va se passer les prochaines minutes, quelle a été la consigne de pilotage, et puis voilà, on rappelle aussi les contraintes, etc. dans des tableaux de bord. Bon, ça c'est quelque chose de très simple. on va avoir des choses visuellement plus sympas aussi. Mais voilà, on est vraiment sur du concret et sur un site qui tourne en ce moment, quoi. Donc les plus de cette solution Métis.IA, c'est vraiment cette capacité de prédire. C'est vraiment intéressant, mais ça demande quand même beaucoup de puissance de calcul, ce qui est difficile à faire sur un automate classique, ce qui se fait beaucoup plus simplement via une boîte séparée.
Il y a la notion d'autopilotage qui est importante aussi pour moi de rappeler, parce qu'il y a beaucoup de solutions, on va vous modéliser, vous donner des pistes, mais on ne descend pas jusque refournir une consigne sur le site. Donc ça, c'est quelque chose d'important et qui fait une grosse valeur ajoutée pour ce qu'on propose. Il y a une simplicité de mise en œuvre par rapport à vous, à vos équipes. Et puis, je le rajoute aussi, c'est sur la partie données étendues, c'est assez intéressant parce que sur certains sites, ça peut être intéressant, par exemple, de prendre en compte la météo parce que le stockage de combustible est à l'extérieur et on se rend compte que s'il a plu 24 heures d'affilée, ben, en fait, la combustion va changer parce que le combustible a pris l'eau. Et donc, même si c'est difficile à programmer sur un automate, ce genre de choses, c'est des données qu'on peut intégrer facilement sur ce genre de modèle. Voilà, bah, je vous remercie. Je suis ouvert bien sûr à toute question. On est, mon collègue et moi, au stand G07 aussi, juste derrière, pas très loin. Et n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, je serais ravi de partager avec vous. Merci pour la présentation. Donc, Philippe, Green Data Science, j'avais une petite question. Je voulais juste comprendre si le système fonctionnait forcément avec un accès en écriture sur l'automate ou si j'avais cru comprendre qu'il y avait un mode plus de recommandation. Auquel cas, comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que si vous avez des recommandations qui sont à la minute ou à 3 minutes près, il y a quelqu'un derrière qui va agir avec ce niveau de réactivité ou est-ce que ça fonctionne avec quelque chose d'un peu plus acceptable pour un humain, quoi? Peut-être, ou à moins que ça fonctionne comme ça. Je ne sais pas du tout comment ça marche dans une centrale en l'occurrence. Mais... Merci. C'est une bonne question. En fait, c'est plutôt les deux modes sont possibles, mais le mode où on vient proposer des consignes, c'est plutôt une étape intermédiaire pour rassurer le client. Donc en fait, ça peut être utilisé dans ce cas-là. On affiche en supervision enfin, via notre outil, on est capable de dire bah, voilà les prédictions de l'outil les 5-10 prochaines minutes. Donc l'opérateur peut le savoir. Et lui, il va comparer avec ce qu'il fait dans la réalité. S'il veut s'amuser, il peut aussi dire bah, ok, pendant 15 minutes, je suis exactement ce qu'il me demande et on va voir. Ça peut être un peu complexe à suivre, à vraiment mettre en place parce que ça veut dire que toutes les minutes, là sur certains sites, on vient piloter, enfin donner des consignes de pilotage pour de l'air primaire, de l'air secondaire à deux niveaux, 4 airs tertiaires sur le combustible, sur les fumées recyclées. Donc ça commence à faire beaucoup d'équipements qu'il faut modifier à toutes les minutes. Mais en fait, ça peut être une étape intermédiaire pour aussi embarquer l'équipe d'exploitation et dire bah, c'est des choses qui sont possibles. On n'est pas en train de te proposer des consignes qui partent n'importe comment. Il y a ça. Et puis le dernier point pour rajouter, c'est que nous, d'un point de vue modèle, ça ne nous apporte pas grand-chose. C'est-à-dire, on ne sait pas si l'opérateur prend en compte nos valeurs ou pas. Donc on ne peut pas le prendre en compte dans l'apprentissage. Alors qu'une fois qu'on est connecté et qu'on donne les valeurs, bah là on sait que toute valeur qu'on donne, les réactions qu'on obtient, c'est lié à nos propositions, quoi. Eh ben, merci à vous, n'hésitez pas à venir nous voir au G07. Et puis normalement, il y a quelqu'un qui poursuit avec Prosergy, si je ne me trompe pas. Bonjour, Julien Larguet, donc Prosergy. Je vais vous faire une présentation donc assez généraliste. Là, on va rentrer un petit bien moins dans la technique particulière, mais vraiment dans la généralité. Je vais vous présenter un petit peu les différentes technologies de traitement de fumée, traitement de gaz qui sont applicables sur les installations biomasse. Alors, on va parler beaucoup de chaudières biomasse. C'est également applicable en partie sur les problématiques de gazification-méthanisation.
Donc, présentation rapide de la société, hein. On est une PME française basée à Saint-Étienne. Notre activité principale, c'est faire du traitement de polluants atmosphériques. Des systèmes d'injection et de filtration également pour l'eau. Voilà, je dirais, on a la capacité de fournir les briques complètes de traitement de fumée et de gaz en aval, notamment des chaudières industrielles. Le panel de traitement, quand on parle de traitement de fumée, on a énormément de polluants à traiter. Et il faut faire attention, justement, ce qui est très important, c'est de faire attention à la combinaison entre ces différents polluants à traiter. Donc on va avoir déjà les poussières, mais ça, on va être sur des systèmes généralement de dépoussiéreurs classiques, que ce soit de l'électrofiltre, du filtre à manche, du filtre cyclonique ou potentiellement du lavage. Et derrière, on va avoir de la captation de gaz avec une multitude de gaz qui va être, et surtout des valeurs, des limites, des valeurs limites d'émission qui vont être différentes en fonction des applications et en fonction de la taille de vos installations. Donc on va avoir potentiellement du CO que clairement on ne sait pas ou peut traiter en aval, donc on va être plutôt sur des traitements primaires. On va être sur des traitements de gaz acide, que ce soit par absorption sèche ou par système de lavage. Les NOx également, sachant que les NOx sont composés de NO, NO2 et N2O, donc avec des traitements catalytiques ou non, ou des systèmes de lavage. Les dioxines et furanes, par charbon actif ou catalyseur. Les métaux également, qui sont captables par charbon actif et par lavage. COV, HAP, généralement en traitement primaire. H2S, NH3, etc. etc. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que aujourd'hui, sur vos installations, alors encore une fois, on est, je dirais, le traitement de fumée, le traitement de gaz, c'est vraiment un terme générique. Et il existe plusieurs centaines de procédés différents en fonction de vos applications, que vous soyez sur une chaudière bois propre, on va dire, bois B, CSR, que vous soyez sur la pyrolyse, de la gazification ou de la méthanisation. On va être sur des polluants différents, des VLE différentes et donc des technologies de captation qui sont différentes. Ce qu'il faut faire très attention, c'est la combinaison entre ces traitements. C'est-à-dire, il faut s'assurer qu'on ait une bonne coordination entre les différents process qu'on va pouvoir mettre en œuvre. C'est-à-dire s'assurer que le système de traitement de NOx est bien compatible avec le système de traitement de gaz acide, qu'on n'ait pas de rejet de copolluants secondaires qui viennent potentiellement saturer ou réduire l'efficacité d'un deuxième traitement. Il faut faire également très attention sur les évolutions de la réglementation. Aujourd'hui, quand on est en début de projet, quand on va venir concevoir un système de traitement sur une installation neuve ou une installation existante, c'est extrêmement important de venir anticiper les futures sévérisations de la norme. Par exemple, je prends un exemple assez basique. Sur une chaudière biomasse, si on part sur une solution, par exemple, d'électrofiltre, on va tout de suite avoir de la difficulté si on a une sévérisation derrière et potentiellement une baisse et un besoin de traiter des gaz acides. On va être un petit peu plus limité que si on utilise un filtre à manche. Donc c'est toute cette anticipation-là qui est importante en phase de conception et lorsque vous choisissez vos technologies. Pour les systèmes de dépoussiérage, je dirais, pour les poussières, généralement, on est sur du classique. Hein. Sur les chaudières biomasse, on a généralement... alors après, ça dépend de la technologie de combustion et de la taille. Souvent, on est sur une combinaison multicyclone avec un traitement de secondaire qui peut être filtre à manche, un électrofiltre, très rarement des laveurs. Voilà, ça ce sont vraiment des technologies classiques et comme je vous disais, quand on arbitre par exemple entre un électrofiltre et un filtre à manche, il faut bien regarder les conséquences qu'on a derrière sur les traitements aval et surtout sur l'évolution future de la réglementation. Aujourd'hui, on a beaucoup trop d'installations en fait qui sont conçues, qui sont bien conçues, mais qui sont assez peu adaptables à des évolutions. De telle sorte à ce que après 10 ans d'exploitation ou 15 ans d'exploitation, voire même moins, hein, on a une sévérisation de la réglementation qui nous impose à déconstruire ou reconstruire
dans tous les cas, investir des montants importants pour se remettre en conformité. Et comme je vous le disais, voilà, typiquement, au niveau de l'électrofiltre, si on a possibilité, si on entrevoit une sévérisation de la réglementation en termes de captation des gaz acides et des métaux, il vaut mieux s'orienter vers un filtre à manche, même si on a une perte de charge plus élevée, même si on estime qu'on va avoir une consommation électrique supérieure, parce qu'on aura beaucoup de mal à faire évoluer l'électrofiltre pour la captation de ces gaz acides. Pareil pour les traitements de NOx. Pour les traitements de NOx aujourd'hui, qui sont de plus en plus une problématique sur les chaudières biomasse et sur des puissances de plus en plus faibles. Il existe généralement deux types de traitements, hein. Le traitement non catalytique et le traitement catalytique. En gros, on a le pas cher et le cher, hein. On a le traitement catalytique qui est, on va dire, le premier prix, mais qui est moins performant. Et la partie catalytique où là on est sur un investissement qui est significativement plus élevé, mais qui permet aussi d'avoir une performance plus importante et surtout plus durable dans le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un traitement catalytique, on peut facilement anticiper la sévérisation des normes, alors qu'avec un traitement non catalytique, on sera tout de suite beaucoup plus limité. On a également la possibilité de combiner les deux, hein, avec un traitement hybride SNCR-SCR. Il faut faire attention sur ces traitements de NOx. Aujourd'hui, on a une vraie problématique technique qui sont sur les chaudières biomasse de petite taille. Alors quand je dis petite taille, c'est, on va dire, en dessous de 5-6 MW. Où là, aujourd'hui, on a la réglementation qui se sévérise, mais on a une limite technique sur la SNCR, notamment sur les variations de charge. C'est-à-dire qu'on a une limite technique, une impossibilité technique à traiter avec une SNCR à basse charge parce qu'on n'a pas les températures nécessaires. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en œuvre sur les chaudières de petite taille, parce que ça demande soit de contraindre la chaudière, soit d'avoir des montants d'investissement qui sont énormes. Voilà, comme je vous le disais, sur le procédé SNCR par exemple, voilà, on est obligé, c'est vraiment une problématique aujourd'hui, on est obligé d'injecter dans une fenêtre de température qui est vraiment assez étroite, 850 à 1050 degrés, qui, quand on est sur une chaudière de 20-30 MW, on arrive assez facilement dans les chambres de combustion à trouver la fenêtre de tir, même à basse charge, on va dire jusqu'à 50%, 40%. La problématique sur les chaudières de petite taille, c'est que c'est très très compliqué à trouver, qu'on peut avoir potentiellement des problématiques de fuite d'ammoniac et des problématiques derrière de dégradation de la chaudière. Sur les traitements des gaz acides et des métaux aujourd'hui, c'est pas je dirais c'est une contrainte qu'on a sur les installations biomasse, principalement sur du bois B, sur du CSR, bon, qui n'est pas de la biomasse, sur du bois B, mais qui peut potentiellement arriver sur, on va dire, du bois, certaines installations où les approvisionnements en combustible sont tendus et on a tendance à descendre la qualité du bois. Donc on va se retrouver avec un bois de plus mauvaise qualité. On va se retrouver potentiellement avec des plastiques, avec des particules de plastique, avec un petit peu de plâtre par exemple. Et on va à ce moment-là potentiellement produire des gaz acides. Il va falloir les traiter. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement sur des chaudières bois B, qui a tendance même à sévériser sur des bois B existantes et qui commence à arriver sur certaines installations où on a un bois qui n'est pas suffisamment propre. Donc là, par contre, on passe généralement sur des traitements secs avec injection de chaux bicarbonate pour pouvoir abaisser ces polluants. Alors là, après, on rentre dans un process qui est beaucoup plus lourd parce que autant par exemple à Denox, on injecte un réactif et on ne produit que du gaz. Là, on a tout un système où on va rentrer un réactif et ressortir un sous-produit qu'il va falloir éliminer.
Donc là, on rentre vraiment dans un process qui est quand même très important. C'est quelque chose qu'il faut savoir anticiper. Voilà. On peut également traiter les métaux et dioxines avec du charbon actif. Il faut faire attention au niveau de la conception, avant de rentrer là-dedans, de bien sélectionner les réactifs et de faire attention aux consommations. Parce que quand on rentre sur ce type de process, on n'est plus sur, on va dire, le process classique ou le traitement de fumée classique, où l'investissement principal, c'est le CAPEX, c'est l'investissement. Là, on va être sur des unités où le coût principal, surtout si vous avez des polluants importants, ce sont les OPEX. Donc c'est votre coût de réactif et votre coût de retraitement des résidus. Donc il faut bien faire attention à ces problématiques-là. Ce qui est vraiment important au niveau des traitements de fumée et lors de la conception, encore une fois, bon là on a un schéma qui est assez général d'un traitement de fumée complet. Il faut bien appréhender les tenants et les aboutissants, que ça soit sur des installations neuves ou que ça soit sur du revamping, c'est-à-dire sur une chaudière existante, à bien combiner les différents traitements et leurs influences entre eux. Faire attention à l'intégration énergétique, parce que souvent, si on a, par exemple, si on veut empiler plusieurs réactions, on a généralement des fenêtres de tir en température qui sont assez étroites, notamment quand on veut faire de l'adénose catalytique en même temps que de la captation de gaz acide et de la captation de métaux au charbon actif. On a des fenêtres de température qui sont très étroites, donc il y a une intégration thermique qu'il faut étudier assez précisément pour pas que ça soit un gouffre énergétique. Il faut des organes de régulation performants, un soin particulier pour la conception du procédé et notamment l'imbrication de ces procédés et optimiser tout ça d'un point de vue énergétique. Ne pas négliger la partie OPEX. Aujourd'hui, on a beaucoup d'exploitants qui ont tendance à privilégier forcément le CAPEX, l'investissement, mais qui oublient un petit peu ce que ça peut donner en OPEX et notamment en dérive d'OPEX avec la sévérisation des réglementations. Donc on arrive à avoir des installations, il faut faire attention à ça, qui au bout d'un certain nombre d'années commencent à être des gouffres financiers au niveau OPEX. Et encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est d'anticiper, encore une fois, c'est vraiment le mot clé, c'est anticiper des sévérisations de la réglementation et aussi anticiper des modifications de votre entrant. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai un bois ou un entrant de cette qualité. Est-ce que dans 5 ans, je serai capable d'avoir la même qualité? Est-ce que je ne vais pas introduire des polluants supplémentaires? Donc derrière, comment je vais pouvoir anticiper cet aspect-là? Voilà. Avec ça aussi, ce qui est important, c'est d'avoir un processus de conception et d'exploitation qui aille vraiment du début à la fin. C'est-à-dire qu'on est, encore une fois, avec cette anticipation, une partie diagnostique qui est vraiment extrêmement importante. Le diagnostic, aujourd'hui, c'est une grosse partie de notre travail. C'est déjà de la mesure et déjà l'établissement, aider le client à établir le cahier des charges. Donc ça passe par des essais, par des analyses sur site, par des campagnes de mesure. Dans le cas de la SNCR, ça peut être des essais d'injection de réactifs. Pour derrière avoir un process design qui soit vraiment optimisé, qu'on puisse construire et derrière avoir un suivi à l'exploitation. Voilà. Pour avoir un traitement de fumée qui soit vraiment performant et qui soit surtout optimisé en CAPEX et en OPEX, c'est vraiment important de suivre toute cette chaîne de conception. Voilà, si vous avez des questions sur les traitements de fumée ou les traitements de gaz dans tous leurs états, n'hésitez pas. On expose